Allora, bonjour, rebonjour. Combien de vous viennent d'arriver et n'étaient pas là avant, juste pour curiosité? Ok, merci. Du coup, on va commencer notre deuxième conversation de cette journée riche et intense, les états mentaux généraux, dans le cadre de l'exposition La Scia del Monte ou les utopistes magnétiques. Que je vous invite à visiter pendant les pauses entre une conversation et l'autre. C'est un hommage à tous les utopies qui ont gravité autour de cet endroit mythique au Tessin, les Monte Verita, à travers les regards de 26 artistes contemporaines et un focus sur les femmes qui ont fait l'histoire de cette colline des utopies. Là, je suis très contente de vous présenter la deuxième conversation autour de la méditation. Et je remercie Samuel Soquet qui a conçu et organisé cette conversation, et qui est un reporter indépendant pour la radio du service public RTS, la première, et il collabore notamment à l'émission des reportages Vacarme, pour qu'il a signé 50 reportages. Il produit avec Pauline Vrolix, qui est là, et je remercie aussi pour l'introduction, La médecine et l'invisible, une émission co-créée en 2020. Et je lui passe tout de suite la parole, c'est lui qui va introduire les autres intervenantes. Merci, je répète un peu de choses pratiques. Merci de ne pas toucher les œuvres dans les sacs quand vous visitez l'exposition, ou amener des boissons. Et si vous avez des questions, si vous êtes timide et vous préférez écrire vos questions, il y a du papier et des crayons là, à côté de la petite colonne et de notre livre. Et sinon, aussi, n'hésitez pas à la fin de la conversation ou pendant d'accumuler les questions, et comme ça rend la conversation encore plus dynamique. Merci. Ça, je le garde. Merci Federica. Donc effectivement, je vais essayer d'animer cette conversation entre nous trois, à la fois comme journaliste, mais aussi comme méditant et comme pratiquant de la méditation. Pour moi et pour pas mal de gens, la méditation, c'est d'abord une pratique, et il sera donc aussi question de partage d'expériences entre nous trois, mais aussi avec vous. Et on vous invite, si vous le souhaitez, à poser les questions pendant l'échange. Il y aura plusieurs moments qui seront dédiés à ça. Et puis vous avez, comme Federica l'a dit, des petits papiers. Si vous n'osez pas lever la main, écrivez vos questions. Et puis on nous les transmettra pour rendre l'échange un petit peu vivant et pas faire vraiment une discussion académique, mais s'embarquer tous ensemble dans cet échange. On nous a dit au début de la journée qu'il y avait le tu, qui était aussi une façon de s'adresser. Dans mon métier, j'ai plutôt l'habitude du vous, mais la méditation, c'est aussi accueillir ce qui vient, donc je vais accueillir ce tu. Donc on va se tutoyer, mais du coup, tutoyez-nous aussi, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va être vraiment très bizarre. Dominique Cassidy, vous êtes médecin, psychiatre et psychothérapeute à Bramois, en Valais. Ah voilà, aïe, chasser le naturel, il revient au galop. Ça y est, j'ai remis ma casquette de journaliste. On l'enlève. Alors, Dominique Cassidy. Donc, tu es médecin, psychiatre et psychothérapeute à Bramois, en Valais, dans le centre de médecine intégrative Présence, que tu as créé là-bas. Tu pratiques et tu enseignes la méditation de manière intensive, ou en tout cas assez régulière. Vincent Lyoda, tu es également médecin, tu es psychiatre et psychothérapeute à Lausanne, et tu es aussi musicien, et tu utilises notamment les vibrations comme un outil pour faciliter l'entrée en état méditatif. Alors peut-être pour commencer avec cette pratique-là, j'avais envie de vous plonger dans cet état, et pour ça Dominique va vous guider dans une méditation. Alors non, surtout ne bougez pas, ne vous installez pas. Tous ces gens qui s'installent déjà pour la méditation, restez comme vous êtes, on s'installera après. Fermez les yeux et juste observez avec curiosité comment vous êtes là maintenant. Observez votre état global. Si vous deviez vous donner une note, 1 c'est complètement en bas, 10 c'est au mieux jamais été.
Comment vous vous trouvez là maintenant, votre niveau de stress, votre niveau de bien-être, entre 1 et 10? Tenez, laissez émerger un petit chiffre. Très bien. Laissez ça de côté. Et maintenant, installez-vous. Vous pouvez faire des petites modifications de posture pour mettre les 2 pieds bien installés sur le sol. Trouvez une position qui reste confortable, détendue, avec quelque chose d'assez tonique, un sentiment de dignité, de présence. Je suis là. On peut relâcher les bras, relâcher les mains, sentir le poids du corps qui est installé, posé sur cette terre qui nous tient. On peut observer la posture de la tête qui peut se laisser se reposer sur la colonne cervicale, une tête qui devient très souple comme ça. Et puis on va prendre quelques instants pour revenir ici, en soi, tel quel. Par exemple, on peut prendre note de tous les mouvements qu'il y a dans notre corps maintenant. La respiration, les battements de notre cœur. Puis on a tout l'environnement. On peut entendre les sons, certains proches, d'autres plus lointains. S'ouvrir au paysage sonore. On peut aussi s'ouvrir à l'environnement, ce lieu, cet entourage, nous tous ici. Et on va prendre quelques instants juste pour s'installer dans cette manière très simple d'être présent au repos. Il n'y a rien à faire. Et je vais pour quelques fois sonner la cloche que vous pourrez suivre comme moyen à se rappeler à cet état de détente claire et ouverte qu'est la méditation. Et avec ça, je vous propose de venir juste mettre votre attention sur votre respiration et venir suivre 3 respirations, un peu comme si on regardait un film au ralenti. Regardez avec curiosité ce mouvement fluide de vie qu'est le souffle et de venir compter en vous 3 respirations en présence. Et avant qu'on ressorte de méditation, posez-vous à nouveau la question de comment vous êtes là maintenant. Est-ce que quelque chose a changé? Et juste d'observer si c'est le cas.
Et on va progressivement ressortir de cette posture immobile. On va reprendre une respiration plus profonde. On va garder les yeux fermés encore quelques instants pour qu'on puisse un peu tous s'étirer, se préparer à continuer notre après-midi ensemble. Quand vous êtes prêts, quand vous serez prêts de revenir entièrement en ouvrant les yeux. Merci beaucoup. Je vous propose quelque chose qui va être assez court, un partage entre vous. Choisissez une personne à votre côté, devant vous, derrière vous. Et puis, peut-être on pourra sonner le gong. Vous allez partager ce qui s'est passé pour vous pendant ces quelques minutes avec quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, juste pour faire circuler ce qui s'est passé entre vous. Ouais. Voilà, il y a une suggestion, ce serait que vous choisissiez un mot, juste un mot comme ça, qui illustre un petit peu votre expérience. Comme ça, nous, on sait un peu ce qui s'est passé pour vous. Ok. Merci. Chemin. Merci. Relax. Merci. Mm-hmm. Tel quel. Ok, super. Aller-retour multiple. Super, merci pour ce partage. Comme on le voit, chacun de nous a vécu des choses différentes pendant cette expérience. Si on racontait tous dans le détail, on aurait autant de récits que de personnes. Est-ce que pour autant, tu as l'impression, Dominique, qu'on pourrait donner une définition un peu universelle, ou en tout cas qui pourrait faire consensus de la méditation, qui serait un peu commune à l'acte de méditer? Je dirais la méditation, c'est un lieu d'être. Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve, pour ceux qui étaient là ce matin et celles qui étaient là ce matin, le lien avec le génie du lieu. Là, on est dans un lieu intérieur. La méditation, est-ce que c'est ce lieu, mais c'est aussi une manière d'y aller? Donc derrière, il y a quand même là, tu nous as guidés avec des mots, il y a une action intérieure, une pratique. Oui, en fait, si on parle un petit peu plus de la méditation qu'avec une seule phrase, qui est quand même un gros challenge, hein, je te remercie. La méditation, quand on l'entend de manière très vaste, c'est quand même souvent 3 domaines.
il y a souvent l'idée d'une pratique, et là il y a des pratiques plurimillénaires dans toutes ces traditions spirituelles, contemplatives, religieuses. Donc c'est un panorama très large de moyens, de techniques, de pratiques, d'engagement intérieur, et ça c'est un champ extrêmement vaste avec des buts, des orientations, des vocabulaires, des philosophies différentes. Donc ça c'est l'aspect pratique, technique. Puis après, toutes ces pratiques, toutes ces techniques, elles amènent à un vécu. On parle d'un état méditatif. Donc la méditation, c'est un état, c'est une manière d'être, c'est une expérience, c'est un vécu intime. Donc là, c'est la deuxième dimension de la méditation, qui est une expérience. Puis la troisième, qui est la plus subtile et la plus longue, c'est que la méditation, c'est aussi une manière de vivre cette expérience. C'est une incarnation, une expression de plus en plus intégrée dans notre manière de nous vivre, dans notre manière d'être en lien, dans notre manière d'agir au monde, liée à la compréhension générée par ces expériences et l'expérience elle-même. Donc voilà, je dirais qu'il y a ces trois domaines, la pratique, l'expérience et puis l'intégration. Vincent, est-ce que ce lieu d'être, c'est quelque chose qui te parle dans la pratique de la méditation? Oui, beaucoup. Dans le premier panel, il a été dit que l'univers, le cosmos était en nous. Donc j'ai vraiment l'impression qu'à travers la méditation ou d'autres pratiques, on peut vraiment être en vibration directe avec le monde. Moi, j'ai deux mots que j'aime bien pour me guider dans la méditation, c'est océan et miroir. Tu connais? Ah? Non? Ah oui? Très bien. L'océan, c'est un peu tout ce monde intérieur qu'on a, les pensées, les sensations, les émotions, les sentiments, les sensations corporelles, etc. Et c'est assez vaste en fait. Et puis il y a une houle intérieure, ça varie, il y a des vagues comme ça. Donc l'idée de la méditation, c'est de pouvoir essayer de freiner cette houle. Et puis plus on la freine, plus on peut être le miroir du monde. Il y a une espèce de point d'immobilité où on peut être le miroir du monde. Donc c'est dans ce sens-là que je rejoins l'idée du lieu. Et puis, à titre personnel, toi, tu dirais quelle est la raison pour laquelle tu pratiques la méditation? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison, on va dire, de jeunesse. J'étais très curieux par les expériences en état de conscience modifié, par la mystique. Du coup, je me suis lancé dans la pratique de la méditation à 19 ans, le zazen, la méditation zen japonaise. C'est de l'assise, une méditation immobile. Puis ensuite, j'ai senti que moi j'avais besoin de bouger, donc j'ai fait beaucoup de méditation en mouvement. Donc ça, c'est le premier élan. Puis ensuite, ça s'est intégré petit à petit dans ma vie personnelle, on va dire, et puis aussi dans ma pratique de médecin. Donc j'ai plusieurs raisons qui m'amènent à être toujours touché par la méditation. Ok, ça fait un petit peu écho à mon expérience de la méditation. J'ai rencontré cette pratique en 1999, et en fait, au gré de l'expérience, la manière dont je la définirais, ça change. Au début, c'était, lors de ma première retraite, c'était vraiment une sensation de reconnexion de ma tête avec mon corps, comme si les deux avaient été toujours séparés jusque-là dans mon existence. Et puis, petit à petit, c'est un peu devenu une colonne vertébrale dans mon existence. Et aujourd'hui, je sens que ça me rend disponible pour accueillir ce qui se présente à moi. Et dans ma vie d'aujourd'hui, ça prend souvent la forme de mes enfants. Et le baromètre, c'est un peu mes enfants. Est-ce que je suis capable d'accueillir cette énergie complètement enfantine, brouillonne, submergente, avec bienveillance? Et ça, c'est un peu mon baromètre. Est-ce que vous deux, vous avez comme ça une manière dans votre quotidien qui vous dit qui vous donne une espèce de signal pour vous dire où j'en suis dans ma pratique et dans ma nécessité de pratiquer aussi? Par exemple, Dominique? Pour moi, c'est la qualité de silence que je perçois en moi. Dans les moments aux plus alignés, c'est d'abord le silence que j'entends. Après, il y a des mots, des actions, des mouvements qui se mettent. Puis quand le silence devient brouillé, au second plan, et que la distraction est complètement de nouveau sur notre monde de mouvements, d'intensité, de couleurs et de mots, là, c'est qu'il faut retourner s'installer dans une petite pièce et fermer les yeux. Quand tu dis que des moments, des silences où surgissent des mots, ça veut dire que c'est un silence qui peut aussi inspirer, le silence de la méditation?
c'est la source de l'inspiration, c'est la source de la paix, de l'amour, de la présence. C'est le point de départ. C'est pour ça qu'on a souvent cette impression, quand on médite, quelle que soit la forme méditative qu'on a, on a souvent cette impression d'une très grande authenticité, qu'on est dans l'ordre de l'intime. C'est justement parce qu'on entre en contact avec, alors on pourrait dire, voilà, le départ de l'univers, ou notre source intérieure, ou l'être, ou le divin, quel que soit le nom qu'on donne. Mais oui, c'est cette source qui est en fait le point de départ de tous nos moments qu'on considère beaux. De tous nos moments mémorables, ils sont faits de ça. Et les moments non mémorables aussi, simplement, on est distrait, là, on ne regarde pas ça. Vincent, une question qui vient parfois, c'est comment je sais que la méditation que je pratique, c'est efficace et c'est bénéfique. Comment tu répondrais à cette question ? Pour moi, personnellement, je vais donner un exemple personnel. En 2014, j'ai vécu une embolie pulmonaire. Au moment où je l'ai vécu, je ne savais pas que c'était une embolie pulmonaire. Puis j'ai vraiment senti que j'allais mourir. Et du coup, je me suis préparé à ça, en fait. Je me suis dit, j'étais perdu sur une île des Philippines, je ne sais pas, à 2-3 000 km de Manille, sans avion, sans hélicoptère, sans médecin. Le médecin qui était là, il était mal, donc il ne pouvait rien faire. Puis là, à ce moment-là, j'ai vraiment senti que j'étais dans une grande quiétude, en fait. Et puis là, je me suis dit, j'ai médité depuis l'âge de 19 ans pour être prêt à ça, pour être calme face à la mort, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'était une grande leçon. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je me suis raconté, mais vraiment, c'était très fort, cette sensation d'être hyper calme, quoi qu'il advienne. Et pour moi, ce qui était très beau, c'est qu'il n'y avait rien à faire. Je ne pouvais pas appeler l'ambulance. Donc c'était très intéressant d'être un médecin occidental formé à toute cette médecine très efficace en urgence, puis de ne pas pouvoir l'appliquer et de devoir vivre autre chose. Donc je dirais, ça m'a amené cette grande quiétude face au mystère de la conscience, en fait. Et puis du coup, je rajoute quelque chose à ta première question de tout à l'heure. La méditation, en fait, pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a amené à la méditation ? À l'époque, j'étais étudiant à l'école polytechnique en maths et en physique à Zurich, et puis j'ai commencé la méditation à ce moment-là. Puis ça illustre un petit peu aussi pourquoi la méditation. Maths et physique, c'était pour comprendre le monde, comprendre le monde par l'extérieur, l'abstraction, les mathématiques, etc. Et puis la méditation, pour moi à ce moment-là, c'était comprendre le monde de l'intérieur. Alors j'ai fini par arrêter les maths et la physique, et j'ai fini médecin et psychiatre. Donc je suis vraiment dirigé beaucoup vers l'intérieur. Voilà. Dominique, toi, tu enseignes la méditation. Est-ce que tu as quelqu'un qui viendrait te voir en disant « Écoute, je ne sais pas si c'est bien ce que je fais ou pas. Est-ce que qu'est-ce que tu leur donnes comme manière de se repérer par rapport à leur pratique ?» Quelqu'un qui a déjà une pratique méditative. Quelqu'un qui est dans une pratique et puis qui dit « Je ne sais pas vraiment si je pratique juste ou pas. » Alors, quand quelqu'un me pose la question de l'adéquation de leur pratique, je leur propose de se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a plus de paix quand je suis seule ? Est-ce qu'il y a plus d'amour quand je suis avec l'autre ? Est-ce qu'il y a plus de sagesse quand je parle ? Ou de beauté quand je regarde ? Et si tu réponds oui à une de ces 4 questions, c'est que ta pratique méditative, elle est ajustée. Toi, tu fais des retraites assez régulières. Tous les quelques mois, tu pars plusieurs jours dans un couvent. Tous les ans, tu fermes ton cabinet pendant plusieurs mois pour aller dans un ashram des contreforts de l'Himalaya. C'est quoi que tu cherches finalement dans ce moment de rupture comme ça ? Bon, ma quête, elle a été, enfin, c'est la même que vous tous. Il n'y a qu'une seule quête humaine. C'est la question du bonheur ou de la paix ou de l'amour. C'est des synonymes en réalité. Donc c'est toujours cette quête-là. Qui n'est pas du tout inaccessible ici, simplement elle prend une forme beaucoup plus vive, ou en tout cas pour moi accessible, enfin pour moi compréhensible et intégrative quand je me retire du monde. C'est pas qu'il faut le faire, mais pour moi c'est encore un besoin. Et d'être dans ces lieux avec d'autres qui pratiquent aussi, c'est important. Ça change. Il y a ce génie du lieu qu'on a évoqué ce matin. Est-ce que tu le trouves dans ces lieux où les gens pratiquent ensemble cette méditation ? C'est les lieux qui ont été habités depuis des millénaires par des personnes qui ont regardé là où nous avons oublié de regarder depuis ces derniers siècles. C'est ces traditions qui ont de manière continue exploré cette intériorité, essayer de comprendre et d'élaborer là-dessus et qui vivent ça. Donc oui, il y a vraiment des enseignements qui, pour moi, ne sont pas visibles dans ma culture. C'est pour ça que je pars.
Il y a des choses, des points de vue, un point de vue notamment décentré. Nous, on est centré sur l'humain, on est anthropocentré, et donc toute notre manière d'interagir, de penser le monde est basée là-dessus, et donc de se trouver dans des cultures ou dans des modes de pensée qui mettent cet indicible, cet incompréhensible, ce mystère, ce silence de l'univers comme point de départ. Et bien sûr que tout change. Pas uniquement de manière théorique, philosophique ou théologique, mais vraiment dans la manière d'appréhender le mode de vie, la relation, les priorités. Donc voilà. Je me tourne vers vous. Est-ce qu'à ce stade, il y a des petits papiers qui sont remplis avec des questions brûlantes ou une question qui surgit à ce stade de notre conversation? Elle est bienvenue. Est-ce que la méditation, c'est toujours quelque chose d'actif, ou ça peut se faire de façon tout à fait différente, d'inactif, pardon, ouais, de statique? Vous veux dire dans la posture immobile? Ouais, dans la posture. Alors, si la définition de la méditation, c'est une manière d'être au monde, bien sûr que ça n'a rien à voir. Enfin, le fait d'être assis et d'être en mouvement, ça n'a aucune importance. D'ailleurs, dans les traditions méditatives, il y a souvent l'alternance, dans certaines traditions, entre l'assise ou le fait de marcher, d'être debout, la lecture peut être méditative. Mais en fait, si on parle de cette vision large de la méditation, qui est une découverte d'une intériorité qui devient source d'une manière d'être au monde, alors la posture n'a plus aucune importance. Par contre, c'est vrai que dans une habitude que nous avons d'être constamment en mouvement et d'être constamment distrait par ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi par nos pensées, nos émotions, le fait d'être statique permet, pour beaucoup, mais pas forcément pour tout le monde, mais permet de vraiment mettre à distance tout ce qui nous distrait habituellement pour pouvoir vraiment commencer à étudier et devenir très intime avec tout ce champ-là. Mais ça peut très bien se faire en marchant, ça peut très bien se faire... l'art, c'est une manière d'entrer dans cet état-là aussi. Donc voilà. Et oui. Il y a une certaine catégorie de gens pour qui, pour pouvoir petit à petit approfondir la méditation, il faut qu'ils se stimulent beaucoup. C'est vrai qu'on a des fois l'image, la méditation, c'est quelqu'un assis en toute quiétude, comme ça, posé, mais il y a des méditations très actives par la danse ou par des mouvements répétés, et une certaine catégorie de gens bénéficient de ces approches, même si peut-être au départ ça n'a pas l'air de la méditation, mais finalement, après avoir stimulé le corps en le bougeant, en sautant ou que sais-je, on arrive à rentrer dans des états assez profonds. Donc ça prend des atours des fois très, très mouvementés. Tu m'inspires à autre chose. Non, mais parce que tout le monde connaît, on parle beaucoup du yoga. Alors, le yoga en Occident, c'est une micro-particule de ce que ça représente en Inde, mais toute la pratique du yoga, en fait, du hatha yoga, donc quand on travaille physiquement, avec le corps, dans les étapes du yoga, de l'Ashtanga yoga, c'est justement d'arriver à la méditation. Donc les pratiques, toutes les postures que vous connaissez, que vous avez peut-être fait dans cette tradition-là, c'est penser comme un moyen d'accéder à la méditation. Donc ça a été réfléchi comme ça. On s'inspire mutuellement, c'est magnifique. Et puis aussi, je vais dire quelques mots sur la musique et la méditation. Il y a des types de chants ou de prières chantées qui amènent à des méditations extrêmement profondes. Alors j'ai le chant grégorien qui me vient en tête parce que je suis sensible à ça, mais il y a plein de types de chants ou d'oraisons chantées ou des psaumes qui vont amener dans des états méditatifs déjà dans notre culture. Et puis je vous raconte une petite anecdote. Pour préparer ce panel, j'ai tapé évidemment méditation sur Google juste pour voir un petit peu ce qui sortait. Il y avait beaucoup de références, des explications techniques, etc. Et puis ensuite, j'ai tapé méditation musicale. Et il n'y avait rien de théorique, il y avait juste des exemples de musique de méditation, des musiques de relaxation, des bols, des chants d'oiseaux, des choses comme ça. Donc j'ai trouvé très intéressant que quand on tape méditation musicale, il n'y a pas vraiment d'explication théorique, en tout cas Google, c'est une référence quand même. Donc Google nous dit qu'il faut écouter de la musique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser une question? Monsieur? Peut-être le micro aussi. Juste à droite derrière la caméra. Alors, il y avait deux expressions qui me venaient en tête en vous écoutant parler de méditation, d'état méditatif
ou d'état de méditation. Et je me demandais si pour vous c'était un synonyme ou si vous différenciez ça d'un état de conscience modifié. Ou est-ce que On communique télépathiquement. Hein. Est-ce que la méditation est un état de conscience modifié? Effectivement, c'était aussi une question que je m'étais posée. Merci beaucoup de la poser avant moi. Je vais répondre avec ma vision, mes connaissances, mais j'échange volontiers avec tout le monde. État de conscience modifié ou état de transe, juste dire deux choses. On a une conscience ordinaire ou celle qu'on utilise le plus souvent pour faire des choses. On se lève, on mange, on dit bonjour, on communique, etc. On va dire que ça c'est une conscience ordinaire ou la plus habituelle qu'on utilise dans notre lien au monde, en tout cas le plus souvent. Et puis il y a des consciences non ordinaires ou états de conscience modifiés. En fait, il y en a beaucoup. On utilise aussi des fois le mot de transe. Par exemple, une transe que je ne vous propose pas d'expérimenter, ou en tout cas sur un circuit, rouler à 200 km/h, c'est un état de transe en fait. C'est-à-dire c'est un état d'absorption par une hyperfocalisation sur la route qui défile devant vous. Donc si vous faites de la course automobile ou autre, vous pouvez vivre un état de transe. Une autre transe qui est très populaire et très connue, c'est l'énergie sexuelle. Tout d'un coup, on a une excitation sexuelle, on a une danse sexuelle qui commence avec un partenaire, une partenaire. En fait, on a tout le champ de conscience qui change. Tout d'un coup, on a envie de faire ça. Il y a le bassin qui bascule, que sais-je, etc. Chacun dans son style. Ça, c'est déjà un état de transe, en fait. Sauf qu'on ne le définit pas comme ça parce que dans notre culture, c'est habituel qu'on ait des moments où on est excité et puis il y a des codes culturels ou des codes intimes qu'on partage. Et puis, ensuite, il y a des états de transe qui sont un petit peu plus loin de l'ordinaire. Tout à l'heure au panel, Rai il a parlé de Mircea Eliade, donc cet anthropologue des religions. Puis lui, il a documenté plusieurs technologies ou pratiques qui permettent d'atteindre des états de conscience modifiés, les appeler les technologies du sacré. Donc dans le fond, c'est des états de conscience modifiés, donc des transes qui sont un peu plus différentes que celles que je viens de mentionner, la conduite ou la sexualité, encore d'autres choses qu'on pourrait définir ensemble ou trouver. Et puis la méditation, c'est une des 6 technologies du sacré, une des 6 pratiques en fait. Il y a les techniques de respiration, il y a les substances psychotropes, il y a la musique, il y a la danse, et puis il y a l'hyper et l'hypostimulation sensorielle. Par exemple, il y a certaines pratiques chez les catholiques et chez les musulmans de flagellation. En fait, ça provoque en fait des états de conscience modifiés qui sont assez forts en fait. Ça libère notamment des endorphines, etc. Donc, je mets la méditation dans ces 6 états de conscience modifiés que Mircea Eliade a définis. Voilà. Puis des fois, il faut aussi savoir, c'est que c'est pas si défini que ça. Il y a des états transitoires. On peut faire une technique par l'hypnose, par exemple. On peut arriver dans un état méditatif. On peut faire une technique respiratoire. On peut arriver dans un état psychédélique. Donc, il y a aussi une mouvance dans tous ces états, pour moi. Merci. La méditation, aujourd'hui, elle est rentrée à l'hôpital. Elle est rentrée à l'université. À Genève, il y a un Certificate of Advanced Studies en méditation. Il y a des diplômes universitaires de méditation. Donc, quelque part, elle s'est banalisée dans le champ médical aussi. Est-ce que pour autant, comme vous êtes psychiatre, je vais en profiter, est-ce que vous diriez l'un et l'autre qu'on peut méditer pour guérir ? Oui, la méditation, c'est aussi de tous les temps une pratique de guérison. Après, ce qu'on met derrière le mot guérison peut changer selon les cultures et les temps. Mais donc oui, la méditation, elle est entrée dans les sciences parce qu'on a commencé à se poser la question de ce qui se passait en fait dans le corps et dans le cerveau quand on méditait. Et puis il y a eu tout un panel d'études qui ont démontré ce qui était bien décrit dans la littérature méditative plurimillénaire, c'est qu'il y a un impact tout à fait reproductible, compréhensible. On peut vraiment mapper, voir vraiment en live dans les zones du cerveau qui vont être activées selon telle pratique méditative ou autre. Et dans ce contexte-là, bien sûr qu'on s'est posé la question comment est-ce que la méditation pourrait devenir de manière beaucoup plus ciblée un moyen de travailler à un état d'équilibre psychologique intérieur, psychologique et physiologique. Donc c'est dans ce contexte-là que c'est entré en médecine, alors plus en psychiatrie que dans d'autres domaines, mais même en cardiologie. C'est recommandé comme un traitement coadjuvant pour le traitement de l'hypertension, la méditation. Donc on a découvert que c'était aussi un outil thérapeutique. Alors autant ça me fait mal de dire outil thérapeutique pour parler de la méditation, mais voilà, ça se dit aussi comme ça.
est donc devenu quelque chose d'extrêmement laïque, athéorique, c'est-à-dire plus du tout basé sur une philosophie ou une manière de penser le monde, mais vraiment comme une manière très, très directe de travailler sur notre manière d'être en nous. Et ça marche très très bien. Voilà, donc on peut moi, je propose ça à mes patients vraiment comme une thérapie, c'est-à-dire ils viennent pour de la dépression, d'anxiété, des troubles du sommeil. Et puis il y a des techniques de méditation très simples pour apprendre en fait à être autrement avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en termes d'apprendre à autoréguler et de se déplacer à l'intérieur de nous pour être libéré en fait de la distraction constante que sont nos pensées et de l'impact que nos pensées créent sur notre vie générale. C'est-à-dire que tu peux presque le prescrire comme une médication. Oui, alors il y a des études il y a pas mal d'études qui ont été faites, mais par exemple pour des personnes qui ont des dépressions qui reviennent tout le temps dans leur vie, le traitement habituel, c'est de voir un psychiatre ou un psychothérapeute, et puis de prendre un antidépresseur à vie. C'est des gens qui vont sinon rechuter systématiquement. Eh bien, on a vu avec des études que si ils font que de la méditation, ils n'ont pas besoin de prendre d'antidépresseur et d'aller voir un psychiatre, c'est tout aussi efficace. Mais ça demande alors un investissement. Dans les études qui sont faites, c'est 40 minutes par jour. Donc, puis il y a tout un apprentissage pour travailler avec ça. Mais donc, c'est reconnu dans certains domaines comme vraiment un aspect thérapeutique tout à fait efficace. Dans cette régularité, on entend aussi une discipline. Est-ce que la méditation, c'est une discipline au sens d'une pratique régulière, rigoureuse ? Oui, ça l'est, mais c'est dommage parce que le mot discipline, on n'aime pas du tout. C'est pas hyper sexy de dire il faut se discipliner pour faire de la méditation. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu une discipline comme... quand on aime quelqu'un, on ne doit pas se discipliner pour y penser. Quand on est amoureux, on n'a pas besoin de mettre des post-it pour se rappeler de la personne qu'on aime. Idéalement, la méditation, ça devient ça. C'est-à-dire que c'est tellement merveilleux d'être en lien avec soi que ça ne devient pas une discipline, mais une manière de vivre. Alors, au départ, c'est vrai que pour certains, il faut faire un petit peu de place. On a des emplois du temps qui sont complètement contractés, donc il faut faire un peu du coude pour trouver des espaces et comment. Et puis, plutôt que de se discipliner, ce serait plutôt de tomber amoureux d'une manière d'être en soi. Est-ce que cette approche curative, il y a des contre-indications, Vincent, peut-être ? Est-ce qu'il y a des cas ou des pathologies ou des patients pour lesquels c'est contre-indiqué ? Alors je vais donner un exemple. Je voulais juste élargir un petit peu la vision de la méditation et en thérapie. Suite à ta question, Omar, je parlais des états de conscience modifiés. Donc on peut utiliser aussi beaucoup de types d'états de conscience modifiés en thérapie, mais ça ne veut pas dire... On utilise aussi les états de conscience modifiés, pas dans le but thérapeutique, comme la méditation. En fait, c'est des spectres. Et puis, il y a toutes sortes d'états de conscience modifiés qu'on utilise aussi en thérapie pour répondre à la méditation qui demande une certaine discipline. Ce n'est pas une contre-indication, mais je vais raconter une situation clinique que j'ai eue. Donc, c'est un patient qui souffre d'un trouble déficit d'attention et d'hyperactivité. Donc il est assez agité, il a de la peine à se calmer, il a besoin de faire des choses. Et puis ensuite, aussi, il a des vagues d'organisation et désorganisation dans sa vie. Ça veut dire que par moments, il est un peu plus organisé, il est plus à jour et à flot dans sa manière de conduire sa vie. Puis il y a des moments où il est un petit peu plus désorganisé, avec des conséquences, des retards de paiement, etc. Puis il a décidé de commencer la méditation pour pouvoir se focaliser. J'ai trouvé très bien. Donc il allait voir un maître de méditation, et le maître de méditation lui a dit... je te propose de suivre un programme intensif avec beaucoup de discipline, chaque jour 45 minutes, plus se rendre au centre de méditation, mais il faut que tu arrêtes le traitement, un psychostimulant, mais parle-en à ton psychiatre. Alors le patient est venu, il m'a dit voilà, le maître de méditation propose cela, et puis moi j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'ai dit, je suis d'accord à une condition, c'est que vous puissiez faire un contrat avec le maître de méditation, c'est que si vous ne vous présentez pas à la séance, qui vous téléphone ou qui viennent vous chercher. Et puis s'il n'arrive pas à vous atteindre, qui viennent jusqu'à votre domicile pour vous prendre par la main, pour vous amener dans le centre. J'ai dit, c'est que comme ça que vous allez être régulier, puisque vous avez un trouble déficit d'attention, il y a de fortes chances que vous allez vous déréguler. Puis il a dit, d'accord. Je ne sais pas exactement quel contrat il a fait avec son maître de méditation. Il a commencé la méditation, ça a bien marché pendant 2 semaines. Il a loupé une séance. Le maître de méditation a essayé de l'appeler, il n'a pas répondu au téléphone. Le maître de méditation a essayé plusieurs fois de l'appeler, il n'a jamais réussi à l'atteindre, le patient a disparu, il n'a donc plus pratiqué la méditation.
Donc en fait, c'est vraiment, là, c'est pas une contre-indication, mais c'est une difficulté que j'illustre. Mais moi, j'ai trouvé assez chouette d'essayer d'accompagner ce patient dans un investissement total, dans une pratique intensive de méditation. Mais là, il y avait vraiment une limite de capacité à s'organiser et à être régulier. Et là, ça vient élaborer la définition que j'ai moi dans ma tête pour quel genre de personne ne devrait pas commencer la méditation. En fait, c'est une contre-indication d'être très instable psychiquement. C'est-à-dire que si on est très angoissé, très agité, qu'on dort très mal, qu'on a une grosse crise de vie, c'est affreux de demander à quelqu'un dans un état comme ça, si vous vous rappelez les moments difficiles pour vous, si on vous dit bah, « ok, installe-toi, ferme les yeux, bouge pas », c'est affreux. Donc en fait, voilà, il faut être suffisamment stable pour commencer la méditation, il faut être suffisamment bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut être absolument, n'avoir aucun symptôme, mais là, quand on est trop instable, en fait, ce n'est pas le bon moment. Oui. À ce moment-là, c'est vraiment intéressant la méditation dynamique. Je soulevais juste le fait que c'est à ce moment-là peut-être que les méditations dynamiques, très dynamiques, elles sont intéressantes pour ces patients-là. Oui, alors là, je parle de la méditation assise, mais effectivement, il y a toutes sortes d'autres techniques, beaucoup plus dynamiques, corporelles, mais aussi intérieures. On peut être très dynamique avec des voilà, exactement. Ouais. Voilà, toutes les décompensations, en fait. On arrive à mi-parcours de cet échange. Je vous propose une autre expérience, un autre moment de méditation. Alors j'espère que... Oui. Pardon, il y avait une autre question. Comment ? Je voulais ajouter 2 mots. Pardon, allez-y. Voilà, on parlait de méditation, quelque chose qui fait partie de la vie de l'être humain. Quand on fait, moi je travaillais dans les labos de sommeil, quand on fait un enregistrement, l'électroencéphalogramme est dense avant que la personne va dans le sommeil, mais avant d'aller dans le sommeil, il y a cette phase où il y a moins, les ondes deviennent de plus en plus lentes et elle n'est pas encore au sommeil du stade 1. Donc dans cette phase-là, il y en a ceux qui font des hallucinations, ils voient des choses, ce qu'on appelle l'hallucination hypnagogique, donc voir, je sais pas moi, quelque chose qui, pour certaines personnes, ils parlent d'esprit, de plein de choses comme ça, fantasmagoriques. Et donc, les gens qui dorment bien en général, ce sont des gens qui ont appris comment méditer. Parce que pour faire des études, moi, donc, quand j'étais étudiante, la méditation a toujours fait partie de ma vie. Sinon, je n'aurais pas fait des études. Donc, c'est avec la méditation, on ramène un certain repos au corps et à l'esprit pour lui permettre de se régénérer et de pouvoir apprendre. Et je trouve la développer. Par contre, il y a d'autres types de méditation qui vont vers le trance, qu'on trouve chez les derwiches, chez les danseurs. Cela, c'est autre chose. Ils vont dans un état de trance déconnecté de la réalité, peut-être dans une jouissance intérieure assez particulière. Et je pense que la libération des endorphines aide beaucoup, donc ça la ramène un certain plaisir pour faire ce genre de pratique. Mais ce sont des gens qui sont, peut-être entraînés, parce qu'on trouve ces danses, on les trouve au Maroc aussi, où les gens dansent et rentrent en transe au point de s'évanouir à la fin d'une séance de 1 heure ou 2. Et jusqu'à l'évanouissement, là, il s'arrête. Donc, voilà, la méditation, elle a différents aspects et jusqu'où on peut aller avec notre personne, notre corps et notre connexion à nous-mêmes et à la vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Un mini complément thérapeutique entre ces états, entre l'éveil et le sommeil, qu'on appelle des fois des états hypnagogiques. Certains font des paralysies du sommeil, c'est ça que tu évoquais. Oui, et autre chose. En fait, moi j'utilise des techniques de méditation pour aider ces gens dans ces états seconds à réintégrer leur corps et leur esprit. Parce que souvent, entre l'état de veille et l'état de sommeil, la conscience, elle doit changer de nature en fait.
Quand on s'endort, on ne se rend pas compte parce que le switch se fait de manière assez progressive et assez rapide, de manière inconsciente. Mais si on imagine qu'on est réveillé et que dans 4 minutes, je suis endormi, la conscience, elle a dû passer de l'état de veille à l'état de sommeil. Donc elle travaille en fait, elle change. C'est ce qui se passe dans ces états intermédiaires, c'est que les gens restent un peu coincés. Donc par rapport à des techniques de méditation, en tout cas moi dans mon cabinet, j'utilise des techniques de méditation pour pouvoir enseigner aux gens et puis à ceux qui sont un peu coincés dans ces états intermédiaires, pour diminuer l'anxiété, c'est souvent très anxiogène, et puis pour pouvoir avoir des techniques, même en état second, pour pouvoir réintégrer le corps et l'esprit. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter sans ouvrir une plus grande discussion. Donc, je vous propose de revenir à une autre pratique avec Dominique, quelques minutes de méditation. Alors installez-vous confortablement. Petit temps pour ajuster la posture. Contact des pieds avec le sol. Le poids sur la chaise. Le contact du dos s'il touche le dossier. Sentiment de présence, de dignité et de calme. Si les mains sont encore contractées, il n'y a pas besoin de les bouger, mais relâchez les doigts. C'est un symbole du laisser-faire pour se laisser à être. Et puis je vous propose de mettre l'attention sur votre respiration et de devenir attentif aux petits moments de silence à la fin de l'expiration. L'expiration, c'est comme un relâchement qui se termine dans l'immobilité, dans le silence, qui dure quelques instants, et puis de là, une nouvelle inspire. Et intéressez-vous à ce moment-là d'immobilité absolue, de laquelle rejaillit le mouvement de la vie. Et laissez ce mouvement d'expiration, de relâchement, vous amener tout entier dans cette immobilité-là, cette immobilité silencieuse, mais pleine du potentiel de vie, de présence. Et avec le son de la cloche, on va juste apprécier, se relâcher ou se réjouir, quelle que soit l'énergie qui vient pour vous, de ce miracle-là, à chaque instant répété et donné. Et puis une question à vous poser, pas pour en chercher une réponse verbale, mais pour en vivre quelque chose. Si vous deviez faire un pas pour vous rapprocher de vous-même, là maintenant, où allez-vous ? Et puis on peut chacun prendre une respiration profonde. Expirez. Et quand vous êtes prêt, revenir
Merci beaucoup. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais d'avoir cette régularité de retour à l'intériorité, ça réouvre tout d'un coup un champ de disponibilité et ça me fait penser à, par exemple, les traditions monastiques, un endroit où tu passes beaucoup de temps avec... tout d'un coup, on arrête toute l'activité qu'on est en train de faire pour le moment de retrouvailles avec le divin en l'occurrence, mais avec soi. Alors j'imagine que pour vous, si vous deviez raconter à votre voisin, votre voisine, ce que vous avez vécu, ce serait différent de tout à l'heure, en début de... Pas uniquement parce qu'on a parlé de méditation, mais aussi parce que vous n'êtes plus tout à fait le même ou la même que tout à l'heure. Le bol, tout à l'heure, on a beaucoup réagi avec Vincent à cette musique-là. Et ça me fait la transition avec ton activité à toi de musique, cet instrument que tu utilises dans ton accompagnement thérapeutique. Est-ce que c'est un instrument, une musique que tu joues, enregistrée, ou est-ce que c'est une musique que tu lances dans un enregistrement, ou est-ce que c'est une musique que toi tu joues avec tes instruments? Alors j'ai plusieurs cadres. J'ai d'abord commencé par jouer de la musique que j'avais dans ma bibliothèque musicale. Donc je faisais ce que j'appelle le DJ thérapeutique, c'est-à-dire en fonction de ce que je sentais de la personne, de son univers, de son mouvement psycho-émotionnel, de ce qu'il y avait dans l'atmosphère, on va dire. J'ai une musique qui me venait à l'esprit et puis je la jouais, je la passais donc. Donc j'accompagnais le mouvement intérieur de la personne avec de la musique. Mes patients aiment beaucoup ça et moi j'aime beaucoup faire ça, donc c'est complètement basé sur l'intuition. Alors j'ai une bibliothèque musicale qui est très structurée. J'ai codé beaucoup de musique, par exemple, si j'ai n'importe quoi, si j'ai l'impression qu'il y a de l'air et je pense à un aigle, je vais taper aigle dans ma banque de données et puis j'ai des musiques qui sortent, qui, quand je les ai écoutées, moi, m'avaient inspiré ça et du coup je peux les jouer. Donc moi-même, je suis très lié aux musiques que je passe. Et puis dans un deuxième temps, j'ai intégré la musique, effectivement, donc je joue aussi spontanément de la musique pour mes patients de temps en temps. Alors soit ils viennent formellement pour une relaxation musicale, une méditation en musique en fait, ou alors la même chose dans un moment de thérapie, selon le mouvement psycho-émotionnel que je vais sentir, je vais sortir un instrument et je vais jouer et l'accompagner. Voilà. Tu parles d'intuition, est-ce que ce qui te guide dans cette intuition-là, c'est plutôt la personne et ce qu'elle vit à un moment donné, ou est-ce que c'est la pathologie avec laquelle elle vient qui va te guider vers une forme de musique? C'est pas du tout la pathologie, c'est vraiment le lien et ce que je sens dans le lien et dans le regard de l'autre. Quand je propose une musique, évidemment, la première chose que je fais, alors elle me vient, mais je vais surtout regarder le visage, voir comment la réponse elle m'est donnée. La personne en face de moi, elle va voir aussi mes yeux, elle va voir comment je propose la musique. Donc c'est surtout dans le lien, quel que soit. J'ai aucune idée pathologique à ce moment-là. Il n'y a pas une musique qui va soigner telle pathologie? Pas chez moi. Est-ce que c'est de la musicothérapie que tu pratiques? Moi, j'appelle pas ça comme ça parce que la musicothérapie, en tout cas telle qu'elle est définie chez nous en Occident, en particulier en Suisse où elle est très bien définie, il y a une école professionnelle assez intense, c'est une des parties du musicothérapeute, c'est une forme d'art-thérapie en musique. En fait, c'est de proposer aux patients, aux bénéficiaires de pouvoir faire quelque chose en musique en groupe, seul ou avec le thérapeute. Et puis là, je suis plutôt proche de ce qu'on appelle la sonothérapie ou le soin sonore. Et c'est de la musique plutôt vibratoire, mais pas toujours, parce que je viens de la musique classique et jazz. J'ai toute une formation lyrique et de la musique actuelle, mais j'utilise toutes sortes d'instruments qui viennent aussi d'autres continents, qui créent un champ vibratoire et émotionnel très différent. La musique, c'est aussi un outil que tu utilises pour rentrer dans la méditation. Qu'est-ce qu'elle fait chez la personne qui la reçoit, qui l'écoute? C'est quoi? C'est une accélération de l'état méditatif, ça permet de faire tomber des barrières. Elle a quel rôle dans la méditation telle que tu la proposes? Alors l'effet de la musique est vraiment pas absolu, parce que des fois on passe de la musique, ça va vraiment nous rendre très intérieurs, des fois ça va nous exciter. Donc c'est très variable. Mais par exemple, déjà juste avant, les 2 fois où on était recentré, que tu as joué le bol, moi j'ai ressenti ça très fort, ça m'a vraiment encore plus approfondi mon état de présence. Et puis je vais vous raconter une anecdote que j'aime bien autour de l'usage de la musique et puis l'état méditatif, ou en tout cas l'état de quiétude.
quand j'ai ouvert mon cabinet, une des premières patientes que j'ai reçues, donc elle est arrivée, elle s'est à peine assise en face de moi et elle s'est levée, puis elle a commencé à bouger, à sautiller comme ça, sans parler. Moi, j'avais fait, à ce moment-là, j'ai 10 ans d'hôpital universitaire, j'ai vu beaucoup de crises, j'ai travaillé aussi en prison où on voit beaucoup de crises psychiques particulières, c'est très particulier, etc. Donc j'avais une grande expérience clinique et je vois cette patiente qui sautille comme ça, qui est agitée, et j'arrive pas à reconnaître le type de crise. C'est pas non plus une crise neurologique, il y a des crises neurologiques oreilliformes comme ça où on se met à bouger bizarrement, je ne reconnais rien. Et puis je suis là un petit peu interloqué, et puis tout d'un coup je sens, je calcule le rythme avec lequel elle bouge, elle est à peu près à 180 pulsations par minute, c'est assez rapide, hein. C'est les pulsations typiques des trans en fait, 180 à peu près, puis je remarque ça, et comme j'ai ma super banque de données musicales, je tape 180 de BPM, battements par minute, puis j'ai mes morceaux qui sortent, et donc sans rien dire, je mets un morceau à 180, et puis évidemment, ça l'a entraînée, elle s'est mise donc à danser, à répondre au rythme. Puis le morceau suivant, j'ai décidé de mettre 160. Je me suis dit, il faut que je la freine, elle est agitée. C'est la seule chose que j'arrivais à me dire. Donc j'ai mis un morceau à 160. Puis du coup, elle a continué à danser. Enfin, moi, je ne sais pas si elle dansait, hein, c'est moi qui dis qu'elle dansait, puis, etc. Et puis j'ai mis des morceaux jusqu'à la mettre à 60 battements par minute, comme ça. Puis là, elle est venue toute calme, elle a commencé à bouger lentement. Ensuite, j'ai arrêté la musique, elle a encore bougé, elle s'est assise en face de moi. Moi, je ne savais pas du tout si elle était présente, si elle savait où elle était, si elle savait qui j'étais. C'était très bizarre. Elle me regarde dans les yeux comme ça, puis elle me dit « Vous êtes qui, vous ?» Puis moi, je la regarde, puis je lui dis « C'est plutôt à vous de me dire qui vous êtes. » Voilà. Donc là, la musique, ça a permis vraiment un grand freinage, une grande quiétude. Donc il y a quelque chose dans la méditation et dans la musique qui permet d'arriver à une quiétude, mais qui permet aussi de s'exciter et de danser comme des fous, hein. Mais suivant le contexte, on peut vraiment amener les gens, je trouve, assez rapidement à un centrage, à une quiétude et puis à une ouverture, à une connexion. Parce que je n'arrivais pas à avoir de relation avec elle avant ça, puisqu'elle était agitée en train de bouger comme ça. Alors voilà, donc ça et c'était une de mes premières patientes. Donc ça m'a marqué. Et ça a ouvert, moi j'arrivais de l'université, où des fois on doit faire des choses un peu formelles, institutionnelles, il y a un cadre, et j'arrive dans mon cabinet, c'est mes murs, et j'ai ma bibliothèque musicale avec moi, et hop, en un clic, je mets de la musique, donc ça, c'est chouette. C'est une jolie histoire, merci du partage. Depuis qu'on parle, on évoque beaucoup les effets de la méditation sur l'individu. Est-ce que, Dominique, tu penses qu'on pourrait dire que, pour finir, la méditation, c'est une forme de développement personnel ? Puisque ça permet de calmer l'individu, de le guérir. Alors, si on dit que la méditation, c'est une méthode de développement personnel, c'est comme de dire qu'un diamant, c'est un très bon marteau. On peut très bien clouer, mettre un clou dans le mur en tapant dessus avec un marteau, mais c'est dommage. Un diamant. Avec un diamant, mais c'est dommage. Donc voilà, oui, la méditation, ça peut aussi être du développement personnel, c'est aussi utilisé comme ça. C'est dommage de limiter à ça, parce que oui, il y a un développement d'un lien à soi, c'est une possibilité comme ça de se vivre autrement. Mais si on s'arrête juste là, je pense qu'on a raté quelque chose d'essentiel. Mais par contre, ça permet de démocratiser, hein, ça a permis de beaucoup démocratiser la méditation, hein, de la rendre comme ça d'une manière beaucoup plus simple. Ce qui a permis qu'elle entre comme ça dans toutes sortes de milieux où elle n'est pas forcément toujours utilisée à vrai bon escient, mais au moins ça permet à de plus en plus de personnes de tout à coup oser entrer en contact avec eux-mêmes. Et ça, je trouve que même si c'est dans un mauvais contexte, c'est toujours une bonne chose. Est-ce que plutôt que développement, on pourrait parler d'un déploiement ? Ça, c'est joli. Alors là, je suis d'accord. Déploiement de soi. Ok. Tu disais, Dominique, dans une interview qu'on avait eu l'occasion d'avoir, qu'on méditait pas pour soi, et que ça, pour toi, c'était quelque chose une prise de conscience, que finalement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi on médite pas que pour soi ? Oui, parce qu'en fait, souvent, quand on commence la méditation, il y a quand même un désir d'aller mieux ou de découvrir la paix ou d'être. C'est souvent un mouvement personnel.
Et c'est bien que ça nous attire. Hein, mais en fait, si on regarde un petit peu l'état du monde, le niveau de souffrance, d'angoisse, de tension de notre monde, en fait, progressivement, on réalise que la contribution que nous pouvons avoir à ce monde, alors pour certains, c'est d'être activiste, hein, de vraiment participer de manière extérieure à améliorer notre situation mondiale et humaine, mais pour d'autres, ça n'est pas activiste, ce serait plutôt intérieur. Et en fait, la méditation, c'est un moyen de découvrir cet espace de paix en soi, mais qui va avoir un impact dans notre manière d'être, dans nos liens. Moi, je parle de contagion. Il y a une contagion émotionnelle, on est des êtres perméables. Et quand quelqu'un découvre cet état de paix, ça va avoir un impact sur les autres. Et dans ce sens-là, quand on médite, quand on prend ce temps pour se retirer de notre activité journalière, pour tout à coup se rendre plus intime avec la vie, ça va avoir un impact aussi, pas uniquement dans nos réactions, alors oui, avec tes enfants, hein, c'est ton moniteur, mais pas uniquement ça, c'est aussi quand on est sur la route, quand on est à la Migros et puis qu'il y a quelqu'un qui devant nous a oublié de peser ses citrons, enfin c'est tous ces moments où on peut être soit devenir très agressif, tendu ou violent, ou bien où on peut s'installer dans cette présence paisible qui contribue juste par le fait d'être comme ça, qui contribue à un bien-être plus global. Donc la méditation, pour moi, c'est vraiment pas un acte égoïste, au contraire, c'est vraiment, moi je parle d'activisme intérieur, c'est vraiment une manière consciente de contribuer à quelque chose qui est de l'ordre du beau et du bon dans notre humanité. Alors ce matin, on évoquait dans la conversation de ce matin l'état aujourd'hui de la planète. Est-ce que pour guérir ou pour en tout cas agir sur l'état de la biosphère, il ne faut pas plutôt s'engager en politique que s'asseoir sur un coussin et regarder l'intérieur de soi ? Je ne suis pas sûre. Non, parce qu'au sens plus... Alors, il y a des gens qui ont ce charisme-là, et si c'est votre charisme, alors allez-y. Mais ce n'est pas une majorité de personnes, et je pense que ce n'est pas indispensable. Chacun doit faire de son mieux pour aider. Par contre, là où vraiment le thème intriguant, c'est qu'en fait, on détruit, l'humain, il détruit son environnement pour lui, pour son bien-être, son plaisir, ses besoins. Et en fait, quand on pratique la méditation, ce qu'on observe avec les années qui passent, c'est que quand on est bien en soi, on a moins besoin de l'extérieur. Et donc, si chacun d'entre nous avait un tout petit peu moins de besoins, on consommerait un petit peu moins. Puis je vous laisse faire la suite de la réflexion. Par rapport à l'apport de la méditation et puis le lien au monde, je vous donne une perspective dans les couples, en fait, ce qu'on appelle le dialogue conscient. Donc, en fait, l'idée, c'est d'utiliser l'énergie méditative dans un échange avec son ou sa partenaire qui nous énerve des fois, qui nous fait chleux, etc. Donc, on est très activé par son ou sa partenaire. Donc, des fois, c'est très difficile d'écouter ce que l'autre vit, en particulier à son contact. Donc, l'énergie méditative, à mes yeux, elle sert vraiment à essayer d'éteindre son monde personnel, son monde intérieur, d'être ce miroir du monde. Et quand on arrive à être en miroir et le miroir de l'autre, on a une compréhension extrêmement profonde de pourquoi l'autre il est irrité ou pourquoi on l'énerve, etc. Donc, à mes yeux, la méditation ou l'énergie méditative, dans ce petit lieu d'une relation à deux, elle est très utile pour justement recevoir le monde de l'autre et finalement comprendre un peu plus et sentir un peu plus pour plus d'ouverture. Est-ce que vous avez des questions à ce stade de notre échange Oui, moi j'ai des questions aussi. Ouais, Désolée, après je vais vous passer le micro. J'ai deux questions toutes bêtes et simples. La première, c'est, on a beaucoup entendu parler de la paix intérieure. Je me demande si aussi, à la racine, il y a un peu cette idée de... c'est réconcilier avec le fait que, en fait, je suis vivante. C'est juste une banalité, la vie, qu'on prend pour acquis. Mais en fait, de arriver à ce point de juste apprécier le fait d'être vivant. Et voilà. Et déjà ça, c'est quelque chose de magnifique. Parce que je trouve que... on n'a pas du tout parlé de la mort aujourd'hui, par exemple, de la peur de la mort,
Mais, bah oui, t'as raison, c'est vrai. Mais voilà, du coup, ça, c'était une espèce de premier commentaire, question. Et la deuxième, comment on pourrait définir la relation entre la méditation et les hormones? Voilà. Je prends la première question et je te laisse la question des hormones. Hein. En t'entendant, Federica, ça m'a fait penser que, en tout cas, dans mon parcours, et puis je crois aussi dans l'Occident, quand on a eu les premiers contacts avec la méditation, c'était Suzuki dans les années 40 aux États-Unis, il y avait cette idée de la vacuité. Et puis de l'équanimité. Hein. La vacuité, c'est être vide pour être ouvert au tout. Et puis l'équanimité, c'est qu'il n'y a rien qui dépasse. Puis en fait, ça donne quelque chose des fois un peu austère ou un peu fade. Et puis d'immobile. Hein. La méditation, c'est quelque chose d'assis. Mais la méditation, c'est beaucoup plus vivant. Et puis si je voulais un petit peu rajouter en écho de ce que tu dis, en tout cas, c'est quand on est dans un état méditatif, on peut avoir beaucoup plus de spontanéité de réponse au monde et à l'autre, sans se poser de questions, dans un lien assez direct et dans la joie. Et donc je pourrais dire que dans la méditation, il y a quelque chose d'une spontanéité de réponse et d'une joie à l'autre et au monde. Donc les hormones. Je pense que si on tape méditation et hormones, on aurait un petit peu la même réponse que méditation et musique. Je ne sais pas dans quel sens tu aimerais que j'en parle, mais il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour voir l'impact d'une pratique méditative sur la réponse hormonale, notamment sur le cortisol, donc c'est par rapport à la question du stress. Donc on voit qu'on peut avoir un impact, mais pas uniquement avec la méditation, là c'est plutôt la réponse de la relaxation dont fait partie la méditation, qui va progressivement moduler en fait nos réponses de stress. Hein, et dont ça c'est pour le cortisol. Puis après, en fait, je n'y ai pas pensé comme ça, mais ta question m'amène, puis c'est toutes ces femmes, que là, ça m'éveille à ça. Je pense qu'il y a pour les femmes, hein, avec la variation des hormones avec le cycle, il y a une attention particulière, parce que la fluctuation de nos hormones ont un impact sur notre vécu méditatif. Et en fait, on ne médite pas la même chose en début de cycle ou en fin de cycle. Et ça peut être pour les méditantes femmes. C'est intéressant de savoir, en fait, de pouvoir faire le lien. C'est-à-dire que voilà, certaines méditations vont être très agitées. Alors on est juste avant la nouvelle règle. Hein. Donc là, il y a un impact, mais beaucoup plus global, un impact sur la méditation. Mais on peut devenir sensible en méditation, de se dire, tiens, en fait, où est-ce que j'en suis, hein, aussi avec ça. Voilà. Je vais explorer ce thème-là. C'est très intéressant. Merci. Merci.